Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence et merci à Christophe Aguiton d'avoir accepté de faire le déplacement jusqu'au lieu-dit. Un vrai problème. Qui est un vrai problème. J'habite à 20 mètres. Bien, donc Christophe Aguiton, on le connaît depuis longtemps. On le connaît comme militant syndicaliste, comme militant associatif, un peu comme militant politique également. Alors, sur le plan associatif, syndical, c'est Sud PTT, c'est AC, Agir contre le chômage, c'est Attaque, et puis c'est le mouvement altermondialiste, hein, puisque le livre précédent portait sur le mouvement altermondialiste. Bon, mais cette fois, Christophe Aguiton, et on le remercie de sa présence ici et de sa participation, aborde un sujet qui est de politique pure, puisque c'est la gauche du XXIe siècle, enquête sur une refondation. Le sujet est vaste, il est ambitieux, hein, puisque on voit que c'est presque un tour du monde que l'on fait. Hein, il y a à la fois l'Europe et la complexité européenne, hein, pour ce qui est des gauches. Il y a l'Amérique latine, beaucoup, mais il y a aussi des incursions en Corée du Sud. Donc, le champ de vision est très vaste. Le projet est ambitieux. Refondation, gauche XXIe siècle. Alors, c'est une enquête, mais comment faire tenir cela en environ 250 pages, hein, donc, la question, est-ce que c'est le génie de la synthèse ou un peu de mégalomanie? Donc, voilà, peut-être que première explication, puis sans doute que l'essentiel du propos, ce sera quels enseignements on peut d'ores et déjà tirer de cette enquête sur la gauche au XXIe siècle. Mais d'abord, quand même, cette question sur comment on fait tenir un tel sujet dans aussi peu de pages. Je vais faire un mini avant-propos sur 2 points, mais qui sont des réponses exactes à ta question. La première chose, c'est que ce bouquin a une particularité, c'est que c'est une commande. Hein. Bon, alors ça veut dire quand même quelque chose, c'est que c'est une maison d'édition, La Découverte, qui vient évidemment des éditions Maspero, que vous connaissez tous, et qui maintenant est devenue peut-être la meilleure maison d'édition en sciences sociales, hein, avec un catalogue, voilà, un catalogue en 7 rentrées, qui est franchement ce qu'il y a de mieux, je trouve, dans l'édition, et donc quelque chose de très bien implanté dans tout ce qui est les débats d'idées, les essais, etc. autour des sciences sociales, mais dans les discussions avec Hugues Jalon, il considérait qu'il manquait un peu de livres politiques. D'où l'idée de me demander, parce que j'ai eu la chance de faire pas mal de voyages par le mouvement altermondialiste, où à chaque fois se croisent militants associatifs, syndicaux et militants politiques, si je pouvais faire un livre qui porte sur ce sujet, qui est la gauche du XXIe siècle. Donc la mégalomanie n'était pas de mon côté, mais peut-être celle de la maison d'édition, ou moi d'avoir accepté, mais je ne pense pas, parce que le fait que ce soit une commande a quand même posé 2 petits problèmes que je voulais pointer. Le premier, c'est un problème de date de parution, parce qu'on était parti avec le sens politique qui caractérise Hugues et moi-même sur l'évidence que ce serait une présidentielle Sarkozy-Hollande, ça allait évidemment de soi, donc on était parti pour une publication en novembre 2016, et très vite on a été obligé de se dire que tout ça ne tenait pas, d'où une sortie maintenant pour prendre en compte à la fois ce qui s'était passé, mais surtout avec l'idée que le public francophone et français serait pas vraiment intéressé par des débats d'idées entre novembre et mai 2017, puisque tout le monde était fasciné par le dégagisme et autres bouleversements de la situation. Donc ça, c'est première chose. Donc ce bouquin a un peu bougé parce qu'il a fallu le retarder. Et puis deuxième chose, c'est quand on fait un bouquin comme ça, on a toujours un problème de public, c'est-à-dire à qui on s'adresse. Et ça concerne certains chapitres, un peu l'intro, mais surtout le premier chapitre qui s'appelle le diagnostic, et qui, pour ceux ou celles d'entre vous qui ont participé à toutes ces mobilisations des 20-30 dernières années, vous apprendrez pas forcément grand-chose, mais d'autres qui ont moins participé à ces mobilisations, ils ont trouvé utile d'avoir une espèce de rappel qui permet de resituer tout ça dans un contexte historique, en gros, qui commence avec la chute du mur de Berlin, ou la disparition plus exactement de l'Union soviétique. Bon, donc il y a un calage sur tout ça. Deuxième chose à dire sur l'objet du livre, c'est exactement ce que tu dis, c'est une tentative de synthèse. Hein. Bon, vous verrez qu'en fait, après cette intro et cette première partie, il y a quelques questions stratégico-théoriques qui sont traitées, sur ce qu'il faut abandonner, je vais en parler bien sûr, hein, du socialisme du XXe siècle, sur les questions de l'acteur de la transformation ou des acteurs de la transformation sociale, ce qu'on appelait avant le sujet de la révolution ou de la transformation sociale, sur les questions de la démocratie. Mais il y a surtout 4 études de cas, hein, qui sont l'Amérique latine, mais en fait surtout le Brésil avec le PT, refondation communiste qui a été très importante dans le mouvement Alter. Hein. Les 2 partis qui ont joué un rôle clé dans le mouvement Alter, c'est le PT brésilien avec les forums sociaux brésiliens évidemment, et refondation communiste avec
avec Florence, Gênes, tout ce qui a été le centre de gravité italien du mouvement altermondialiste il y a maintenant une petite vingtaine d'années. Et puis après, Podemos et Syriza, parce que c'est évidemment ce qui est beaucoup plus récent et nous intéresse au premier chef. Bon. Alors comme toute tentative de synthèse, l'idée c'était de voir si de ces réflexions stratégico-théoriques et de ces expériences, les 4 que j'ai choisies, parce qu'on ne pouvait pas tout traiter, même s'il y a des petites incursions ailleurs, on pouvait tirer des leçons un peu générales. Bon, je pense que oui, hein, mais c'est évidemment quelque chose qui est discutable et j'espère que la discussion portera là-dessus, parce que c'est ça le débat. Hein. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas vous raconter Refondation, le PT, etc. Vous pouvez lire ce qui est là, mais il y a des tas d'autres bouquins, articles, etc. Donc c'est des choses sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. En revanche, je pense qu'il est utile d'avoir une réflexion un peu globale, partant de ces expériences, et ça va être ma première partie, parce que je pense que l'enjeu est d'importance. Hein, bon. Pourquoi est-ce que je pense que l'enjeu est vraiment d'importance et pourquoi j'étais ravi de faire ce bouquin à cause de ça? C'est qu'on est dans une situation internationale qui a une double caractéristique. Au niveau global, on est dans une situation d'instabilité absolue. Hein. Les dernières folies sur la Corée du Nord en sont un exemple, mais on pourrait les multiplier. Hein. Bon, la Libye, la Syrie, que tu connais bien et sur lequel on est nombreux à se mobiliser en défense de tout ce qu'est la révolution syrienne, tout ça, on voit à quel point ça déstabilise le monde. Hein. Bon. Mais pour ce qui nous concerne, là, à une échelle plus restreinte, et c'est vraiment là le sens du bouquin, l'Europe occidentale, hein, je dis bien occidentale, et l'Amérique du Nord, il y a une situation assez comparable avec un effondrement, c'est un peu trop de dire ça, mais en tout cas une baisse électorale extrêmement rapide des partis de l'alternance et surtout des centres-gauches ou des sociodémocrates, et ça partout. Hein. Le dernier exemple allemand, qui est pourtant le pays qui a le plus gagné des 15 dernières années avec une économie qui est en meilleure santé qu'à peu près tout le reste de l'Europe, on a et une stabilité politique plus forte. Et regardez les résultats, hein. CDU, SPD, les pires résultats pour le SPD depuis 1933, hein, depuis l'avènement d'Hitler au pouvoir, et le pire résultat pour la CDU depuis 1949, hein, Adenauer. Hein. Bon, donc ça vous montre un peu la situation du pays aujourd'hui sur le plan politique, avec une CDU et un SPD, CDU et CSU, hein, les deux, et le SPD qui au total ne réalise que 50% des voix. Alors il faut y ajouter le FPD qui est néolibéral, voire un bout des Verts, qui sont quand même très modérés, on atteint 65%. Mais pour l'Allemagne, c'est peu. Hein, bon, et si on met ça en regard avec nous, la France, les partis de l'alternance, c'était moins de 50%, en considérant qu'à Mont, c'était moitié-moitié, hein, puisqu'il y avait une partie un peu plus radicale, une partie plus social-démocrate dans son vote, et on est à 45-46%, si on prend ce calcul-là, qui soutiennent en fait les partis de l'alternance. Hein, bon. Donc l'idée, c'est qu'on a aujourd'hui une très grande faiblesse des partis classiques, ceux qui gèrent en gros ces espaces politiques ouest-européens et nord-américains, qui sont évidemment clés, hein, c'est là où se concentre l'économie, les économies les plus développées du monde. Enfin bon, je ne vais pas vous raconter tout ce que vous savez, et qu'on est aujourd'hui devant des possibilités qui sont déjà des réalités de chocs politiques très violents et de victoires soit d'éléments d'extrême droite, xénophobes, racistes, avec toutes les variantes, Trump en étant évidemment un exemple, mais aussi le Brexit, hein, qui n'est pas une prise de pouvoir, mais un choc politique extrêmement fort pour nous, Européens, mais de l'autre côté aussi, des victoires ou des possibilités de victoire qui pourraient être très rapides de gens qui sont plus ou moins de notre monde, hein, c'est-à-dire de la gauche radicale, même si ça n'en revendique pas directement. Bon, Syriza, c'est évident, hein, vous avez suivi ça, mais on pouvait penser à l'époque, c'était parce que la Grèce implosait, quoi, hein, et qu'on était dans une situation tout à fait particulière. Bon. Mais si vous prenez le pari stratégique qui était celui de Podemos il y a maintenant 3 ans et demi, 4 ans, c'était pas absurde, hein, ils n'étaient pas très loin d'arriver premiers et de se retrouver en position de prendre le pouvoir. Bon. On a aujourd'hui d'autres pays où les questions vont se poser. Hein. Bon, vous savez que si demain il y a des élections en Grande-Bretagne, il est à peu près certain, au vu des sondages d'aujourd'hui, que Jeremy Corbyn sera le vainqueur de la législative. Hein. Bon, ce qui changera beaucoup de choses. Hein. Corbyn, c'est à la fois un vieux social-démocrate de gauche issu du courant de Tony Benn, hein, pour ceux qui se rappellent de tout ça, mais il est quand même complètement embarqué par un mouvement qui s'appelle Momentum, de jeunes qui viennent des Occupy the City et qui donne un contexte tout à fait nouveau à la situation. Et une victoire de Corbyn serait le gouvernement le plus à gauche qui est connu l'Angleterre depuis 1945 en tout cas. Hein. Bon, donc on a des possibilités de ce genre, sans parler de la Catalogne, hein, où les partis dominants dans ce processus de crise majeure, nationaliste, mais dans lequel les partis qui jouent un rôle clé sont des partis de gauche. Hein. C'est plus la vieille convergence des partis qui étaient représentés, en gros le bloc de la bourgeoisie catalane qui a dominé depuis la chute de Franco, qui est aujourd'hui en crise majeure, et c'est la Esquerra Catalana ou le CUP ou ce qui vient de Ada Colau et de Podemos qui sont les forces les plus importantes. Donc on a comme ça toute une série de pays, hein, et puis on va en avoir d'autres, hein, des surprises. Hein. Bon, l'Islande, petit pays a priori tranquille, bon, 300 000 habitants, hein, ça ne change pas la géopolitique du monde, mais la gauche radicale a fait 25% aux dernières élections.
élections. Si on additionne les 15 de ce qu'on appelle la gauche rouge et verte et les 10 des pirates. Et là, il y a une dissolution du Parlement qui vient d'être annoncée là, il y a une semaine, et on ne sait pas ce qui va en sortir, etc., etc., etc. Donc c'est ça l'enjeu, c'est qu'on peut se retrouver dans une situation de crise très négative à la mode Trump, mais qui provoque des réactions très fortes. Le mouvement social états-unien n'a jamais été aussi fort depuis au moins la guerre du Vietnam, si ce n'est pas avant. Donc des mobilisations importantes, et puis des victoires politiques qui peuvent être très très problématiques. Syriza en est quand même le dernier exemple, mais qui nous amène à nous, qui nous pose à nous, gauche radicale au sens large du terme, des responsabilités importantes sur lesquelles on ne peut pas simplement se contenter d'attendre une victoire électorale en se disant tout est bien, tout va bien, et on verra ce qu'on pourra faire. D'où l'idée d'avoir une réflexion collective sur les expériences en cours ou déjà passées, je pense aux latinos qui ne sont pas dans une situation excellente, ou les nouveaux partis en émergence, Podemos mais aussi France Insoumise chez nous, pour voir quelles en sont les racines, pourquoi ça marche, mais quels sont les problèmes qui sont autour de ces émergences, et donc de réfléchir à ce que pourraient être des orientations politiques dans les mois ou années à venir. Voilà en gros le cœur du sujet et le pourquoi je pense que l'enjeu est important. Alors, il y a dans le bouquin des tas de choses sur les évolutions électorales, mais ça, c'est pas le plus important, on pourra en parler s'il y a des questions. Alors, derrière ça, et maintenant je vais passer à la deuxième puis à la troisième partie du bouquin. La deuxième partie, c'est l'idée qu'on ne peut pas se contenter du corps de doctrine, j'emploie cette expression-là, qui était celle de la gauche radicale, je vais du PC au maoïste en passant par les trotskistes, du XXe siècle, et qui a été, pour ce qui me concerne, mais aussi celle de Francis et de beaucoup de ceux que je connais dans la salle, en gros notre formation commune dans les années 70, 80, au moment où on a commencé à militer. Ce corps de doctrine-là, que dans le bouquin j'utilise plus le mot modèle de développement, parce que ça correspond plus à la façon dont les gens parlent. Dès qu'on parle de doctrine, ça fait doctrinaire, ça fait partie de ces mots qui sont connotés négativement, mais vous voyez l'idée, c'est-à-dire un corps de réflexion théorique, mais qui produisent de la politique, qui était au cœur du socialisme du XXe siècle. Et l'idée de départ, c'est de considérer que le socialisme du XXe siècle s'est constitué de façon très particulière à un moment donné de l'histoire. C'est des choses qui ont déjà été traitées par d'autres, mais sur lesquelles j'insiste un peu, où les socialistes sont obligés de considérer que le monde change radicalement, un peu comme nous aujourd'hui, on est obligé de considérer ça. Ils ne sont plus du tout dans le monde que décrivaient Marx, Bakounine, Proudhon, etc. On est à la fin de la première mondialisation, les États prennent une importance énorme, on est en pleine deuxième révolution industrielle, la montée du scientisme, des grands réseaux technologiques, et vont apparaître, et c'est ça qui est intéressant, dans des espaces assez différents, qui sont les courants marxistes, mais pas eux à l'origine. C'est plutôt les Fabiens anglais, voire le socialisme de la chair en Allemagne, des idées qui vont aboutir à une vision très étatiste de la transformation sociale. Ces idées-là, on les retrouve partout. Et c'est pas une tare spécifique au marxisme, ni au communisme. Celui qui est le plus cohérent dans tout ça, que nos amis de lutte ouvrière rééditent régulièrement, ce qui pour moi est un motif d'étonnement sans fin, c'est qu'est-ce que le socialisme de Karl Kautsky. Karl Kautsky explique et considère que le socialisme, c'est l'administration des chemins de fer élevée à l'échelle de la société. C'est-à-dire d'avoir une société qui fonctionne comme une administration des chemins de fer. Cette idée-là, extrêmement étatiste, très hiérarchique, très technophile, etc., est au cœur de la pensée de la gauche du début du XXe siècle. C'est par exemple l'idée des nationalisations, et très très peu chez Marx et tous ceux qui sont les socialistes du XIXe siècle. On parle à l'époque de la nationalisation de la terre et des mines, mais c'est aussi pour lutter principalement même contre la rente foncière, ce qui est un autre sujet. Ceux qui vont apporter la notion des nationalisations des grands secteurs industriels, c'est le Labour britannique, les syndicats, avec derrière les Fabiens qui sont eux-mêmes divisés. Les Fabiens, c'est une affaire compliquée, mais qui sont très anti-marxistes, ils n'ont absolument aucun doute là-dessus, mais c'est eux qui proposent les nationalisations. Donc c'est une idée qui naît en Angleterre, qui sera reprise après par d'autres, récupérée plus tard par le mouvement marxiste ou se réclamant du marxisme. Mais si vous lisez la critique du programme de Gotha, le rôle de l'État est fusillé à toutes les pages. Donc c'est pas du tout on est à une autre époque. L'idée de la planification, elle aussi, arrive assez tardivement. Et elle est alors là portée par tous. Kautsky, l'administration des chemins de fer, on ne peut pas faire mieux comme régime planifié. Lénine, si vous reprenez tous les textes de Lénine en 18, en 21, les deux moments où la question se pose, la grande crise de 18, après la signature de la paix de Brest-Litovsk, ou
ou en 21, après Kronstadt et le début de la NEP, le modèle qu'il répète inlassablement, c'est la grande entreprise allemande, c'est ça qu'il faut faire, c'est la seule chose qui fonctionne, avec une unité de commandement, le dirigeant d'entreprise, le taylorisme comme méthode scientifique d'organisation du travail. Enfin, vous en avez des pages et des pages et des pages. Hein. Ça a été aussi bien traité par Linhart et d'autres, je ne vais pas y revenir. Mais donc on a comme ça un corps de doctrine très cohérent, hein, qui se met en place au début du XXe siècle, avec par contre des divergences doctrinales, hein, très vite, entre deuxième, troisième internationale, puis entre stalinisme, trotskisme, puis plus tard maoïsme, plus tard guévarisme. Sur la question de la stratégie de prise du pouvoir, il y a des désaccords, bien évidemment. Hein. Les socialistes ou sociodémocrates pensent qu'il faut passer par l'élection, les autres pensent plutôt qu'il faut de l'insurrection, puis les maoïstes arrivent avec la guerre populaire prolongée, les castristes aussi, mais avec une vision plus mouvementiste de cette prise du pouvoir. Donc on a des différences sur le moyen d'arriver au pouvoir, mais il y avait deux points forts d'accord, qui étaient que la seule classe qui pouvait porter cette transformation sociale, c'était la classe ouvrière, et qu'une fois au pouvoir, on utilisait les outils de l'État pour faire ce que je viens de vous dire, c'est nationaliser, planifier l'économie. Et ça réunifiait tout le monde. Hein. Bon, même Blum, qui faisait la distinction très ferme entre la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Hein. Lui considérait en 1936 qu'il ne s'agissait qu'un exercice du pouvoir, et que le jour où il pourrait prendre le pouvoir, il faudrait faire tout ça. Hein. Bon, donc il y avait un accord très général. Bon. Cet accord très général-là, il va aussi porter sur l'acceptation, et c'est une vraie, alors j'y reviendrai un peu tout à l'heure, de quelque chose qui est une vraie énigme, hein, Yves Saint-Omer le pose dans un de ses bouquins, de la démocratie représentative. Hein, bon, là, il y a tout un chapitre là-dessus, parce que pour moi, ça a vraiment été une énigme. Pourquoi le mouvement ouvrier s'enfonce et accepte aussi vite la démocratie représentative? J'en dirai deux mots tout à l'heure, hein, sur le pourquoi, parce qu'il y a des raisons spécifiques, hein, qu'il faut décortiquer. Mais tout ça fait un bloc. Hein, bon, on pourrait rajouter le colonialisme, le scientisme, etc., qui souvent accompagne un peu tout ça, qui est quand même très cohérent. Alors, pourquoi c'est arrivé? On voit bien, et c'est ça la clé, hein, que c'est la fin de la première mondialisation, la montée en puissance des États-nations, qui vont être dominants pendant la période des deux grandes guerres mondiales, de l'entre-deux et des 30 glorieuses, hein, jusqu'en 80. Bon, Wallerstein a une autre hypothèse que je pointe dans le livre, qui ne m'apparaît pas absurde, hein, qui est une hypothèse qui porte sur la victoire globale du libéralisme au sens politique du terme, hein, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Hein, le paysage qui trace, c'est celui de trois grandes philosophies politiques, mais qui ont des tas de conséquences en pratique, qui s'affrontent en gros en 1848, hein, qui sont le libéralisme, mais qui a été défait par la Restauration, la défaite des guerres, après des guerres napoléoniennes, de tout ce qui était les esprits de la Révolution. Hein, bon, donc une restauration de Maistre ou autre chez nous, qui était très très fortement implantée dans beaucoup de pays sur le plan idéologique, un libéralisme qui commence à monter en Angleterre, et puis la Révolution avec Marx, Proudhon, puis Bakounine et tous les autres. Bon. Et ce que dit Wallerstein, c'est que très vite, la pensée conservatrice va s'évaporer parce que les bourgeoisies ont trop peur d'une réédition victorieuse de 1848 et se convertissent à ce qui a marché en Angleterre, qui était quand même le seul pays où la Révolution n'a pas eu lieu en 1848, hein, puisque c'est le pays qui n'a pas été touché par la vague des révolutions européennes de 48, alors pourtant que c'est celle où le mouvement ouvrier était le plus fort et le plus combatif, hein, avec le chartisme et tout ce qui était les luttes des années 1830-1840. Et la leçon tirée, ça c'est Wallerstein, par les élites européennes, c'est qu'il vaut mieux se convertir vite au libéralisme politique, hein, et à ses conséquences en termes de suffrage universel, acceptation d'un accord avec les syndicats, etc., plutôt que risquer la révolution. Mais dans le même mouvement, dixit Wallerstein, le mouvement ouvrier lui-même, dont le problème premier, c'est l'incapacité de maintenir un rapport de force, tout simplement parce que contrairement à la bourgeoisie, la base économique du mouvement ouvrier est faible, a besoin d'une institutionnalisation de ses conquêtes, et donc ça commence par le mouvement syndical, hein, d'obtenir très vite et dans les meilleures conditions possibles un droit syndical auquel FO tient comme à la prunelle de ses yeux, ce qui n'est pas absurde, hein, donc tout ce qui est les conquêtes syndicales que vous connaissez bien, mais qui commencent à s'affirmer en Angleterre, puis surtout en Allemagne, et là en Allemagne plus fortement, hein, avec toutes les règles de préfiguration de la sécurité sociale des années 1884, enfin des 1880 en général, hein, peu importe le détail. Et pour Wallerstein, il y a une conversion au libéralisme des directions du mouvement ouvrier, ce que la social-démocratie va clairement faire, et sans capacité d'en dégager un courant radical jusqu'à octobre, mais dans les conditions qui sont celles que vous connaissez. Bon. Donc ça, c'est une deuxième explication possible, qui je crois n'est pas fausse. Il y a un troisième élément qui, moi, m'a intéressé, c'est pourquoi est-ce que tout ce qu'était le mouvement qu'on appellera, et j'y reviendrai après, les communs,
qui était si important au 19e, parce qu'il venait évidemment des communs paysans, ceux du Moyen-Âge occidental, européen et occidental, mais qu'on retrouve un peu partout dans le monde, et qui avait repris forme d'une façon un peu différente, mais malgré tout avec beaucoup de similarités avec les coopératives, qui étaient quand même au cœur de la pensée d'Owens et derrière de tout ce qui a été, Proudhon bien évidemment, mais même quand vous lisez la déclaration d'inauguration de l'AIT, Marx reprend tout ça dans ses textes. Pourquoi tout ça disparaît? Bon, alors, évidemment, c'est parce qu'on est dans une phase plus scientiste, avec les États, la nationalisation, tout ce que je viens de raconter dans la phase précédente. Je crois qu'il y a une autre raison qu'on a un peu sous-estimée dans l'analyse historique, c'est que c'est joué aussi à la fin du 19e, à partir des lois sur la sécurité sociale allemande, une espèce de compromis de classe positif, par ailleurs, sur les lois sociales, où le mouvement ouvrier réclamait des droits fondamentaux qui ne soient plus simplement les droits civiques, les droits de la Révolution française et américaine, mais aussi les droits sociaux, droit au logement, à avoir des soins de santé, à la retraite, enfin tout ce que sont les droits sociaux qu'on connaît bien. Et pour une fraction significative de la bourgeoisie, il était préférable de laisser gérer ça par l'État ou par un accord paritaire entre organisations syndicales et patronales, plutôt qu'avoir à le gérer individuellement, chaque patron devant gérer son salarié malade ou son salarié vieux dont on ne sait pas quoi faire. Bon. Mais dans ces conditions-là, les coopératives et autres communs n'étaient pas capables d'adresser cette question, de répondre à cette demande de droits fondamentaux tout à fait légitime portée par le mouvement ouvrier, et seules les solutions étatistes apparaissaient comme pouvant le faire. Je crois que ça c'était aussi un facteur important. Donc, voilà un peu sur un point de retour qui m'apparaît très important. Et l'idée, c'est un peu ça la conclusion, et là je vais à la conclusion du bouquin, c'est de se dire qu'on a donc un socialisme du XXe siècle qui a une vision binaire de l'affrontement entre capitalisme et socialisme. Bon, on a d'un côté le marché, la propriété privée, le capitalisme, le système qu'on connaît évidemment bien, et de l'autre, le socialisme doit passer d'abord par une phase de conquête de l'État, donc nationalisation, planification, etc. Donc dans cette vision binaire, on a une vision donc d'un capitalisme libéral qu'on connaît tous et d'une réponse étatiste de fait. Bon. L'idée stratégique au sens de modèle de développement ou de modèle de socialisme, c'est de se dire qu'en fait, il vaut mieux avoir une vision ternaire et de réintroduire une notion qui est maintenant, je suis sûr, bien connue ici, parce qu'elle a été portée par de nombreux auteurs, les plus connus étant Dardot et Laval, sur leur bouquin sur le commun, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a Coria qui a fait beaucoup de bouquins là-dessus, il y a Le Cronier, il y a Peugeot, Valérie Peugeot, vous avez aux États-Unis quelqu'un comme David Bollier qui a apporté beaucoup là-dessus, vous avez aussi Silke, j'oublie toujours son nom de famille, ou je l'écorche, Elfrich, qui est une Allemande qui travaille avec la fondation Henrik Boll, qui sont ceux qui ont construit une théorie sur les biens communs, en reprenant tout ce qui était de positif dans les biens communs du Moyen-Âge et ceux du 19e, en s'appuyant évidemment sur les travaux d'Eleonore Ostrom, la prix Nobel, la première femme prix Nobel d'économie, et qui ont défendu l'idée qu'il y avait maintenant toute une série de nouvelles générations de communs, à commencer par la connaissance, l'Internet, Wikipédia, OpenStreetMap et des tas d'autres, et aussi les biens communs liés à la gestion de la nature, puisque les biens communs, c'est une relation sociale, c'est surtout pas une catégorie en soi. L'air n'est pas un bien commun, l'air, il vit avant que l'humain soit sur la Terre, il n'y a pas de problème, mais dans l'idée que quand il y a un problème spécifique, tel que la qualité de l'air en Île-de-France, ou de l'eau, ou du climat, il faut que dans la gestion de ce problème spécifique, se crée une logique de commun pour que les choses soient traitées au mieux. Donc il y a toute une série de textes qui sont à la fois des textes théoriques, des essais, mais aussi des pratiques sociales. Beaucoup de gens revendiquent ça aujourd'hui. Renaissance du mouvement coopérativiste, et puis surtout dans l'Internet et la connaissance, des dizaines, des centaines de milliers de gens qui écrivent dans Wikipédia, qui s'occupent de OpenStreetMap, et qui créent tout ce monde des biens communs de la connaissance qui prend une importance très très grande, y compris dans l'université, avec des publications en libre. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter des choses que vous savez probablement, mais l'idée que cette défense des communs est à la fois la défense d'un secteur qui est en expansion et dont il faut se battre pour l'extension, mais qui est aussi un moyen de subvertir d'une certaine façon un peu le capitalisme et surtout l'État. Avec l'idée de l'irruption de la société dans les instances étatiques à tous les niveaux. Alors là, on peut s'appuyer sur ACT UP ou autres communautés de malades dans les années 80-90, enfin tout ce qui a permis à la société de rentrer dans les lieux qui étaient les lieux de la hiérarchie, de la délégation, du mandarinat, avec toutes ces nuances et ces différences suivant les institutions et les lieux, mais qui permet de comprendre que les communs est une logique qui ne s'opposera pas au sens qui ne fera pas disparaître ni l'État ni le marché. Le marché existait bien avant le capitalisme industriel. Rome, la Grèce et des tas d'autres civilisations évidemment utilisaient le marché, de même que les États existaient aussi bien avant le capitalisme industriel. Et donc ils continueront à exister, mais une logique des communs permet
de favoriser une irruption de la société dans toutes les sphères sociales, en particulier dans tout ce qui relève de la délégation et de l'État. Hein. C'est un peu ça l'idée, alors que je ne suis vraiment pas seul à porter, mais que j'ai essayé de lier, et ça je l'ai moins trouvé ailleurs, dans une réflexion sur la démocratie. Hein, qui, à mon avis, est très cohérente avec cette idée d'une relation ternaire, hein, ou en tout cas d'un choix ternaire et pas binaire sur le modèle de socialisme ou le modèle de développement, appelez-le comme vous voulez. Et pour ça, je reviens un tout petit peu sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur les faiblesses au XIXe siècle de la réflexion socialiste sur la démocratie. Hein, bon. Quand on prend dans ceux qui viennent de l'extrême gauche, qui est mon cas, parce que je viens de la Ligue, de la LCR comme Francis, nos débats en fait étaient quand même pas très riches, hein, pour le dire honnêtement. Hein. C'est-à-dire que c'était démocratie soviétique contre démocratie bourgeoise, bon d'accord, mais la démocratie soviétique c'est aussi une pyramide de soviets alors qu'ils s'appuient sur l'usine, etc. Bon, tout ça est aujourd'hui discutable, mais il y a quand même beaucoup d'identité, hein, entre ces deux modèles, et quand vous prenez les sources théoriques de ça, il n'y en a pas grand-chose. Moi, j'ai retrouvé chez Marx, de la guerre civile en France, il y a 3 idées qu'il donne pour faire la différence entre le fonctionnement démocratique de la commune et ceux de la bourgeoisie, enfin des structures de la bourgeoisie. Elles sont très discutables. Hein. Bon, il n'y en a qu'une qui m'apparaît tout à fait juste, mais qui n'est pas si facile à mettre en œuvre, c'est la révocabilité des élus. Ça n'a pas de problème, hein, c'est tout à fait positif et il faut évidemment se battre pour ça. La deuxième est très très discutable, je ne le cite même pas dans le bouquin parce que je trouve que c'est une vraie bizarrerie historique. Il met en avant beaucoup, c'est ce qu'il répète souvent, le fait que le vrai caractère révolutionnaire des institutions de la Commune de Paris, c'est la fusion des fonctions exécutives et législatives. Est-ce qu'il faut vraiment défendre ça? Je n'en suis absolument pas sûr pour ce qui me concerne, mais en tout cas, je pense que quoi qu'on en pense, franchement, penser que ça va tout résoudre, bon. Et puis la troisième raison qu'il donne, c'est le fait que la nature sociologique des élus montre qu'ils viennent de la classe ouvrière. Hein, bon. Mais là aussi, on a l'expérience. Hein. Franchement, pas tellement en France, parce qu'on a un parti socialiste qui est plutôt un parti des élites, dans lequel il y a plus d'énarques que ministres que d'anciens ouvriers. Mais aller en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande, des pays pour des raisons familiales que je connais bien, tous les dirigeants travaillistes viennent du monde syndical. Donc c'est des ouvriers ou des techniciens, des employés, enfin c'est des gens du peuple, hein, qui se retrouvent pris dans une machine syndicale et qui se retrouvent Premier ministre, ministre de je ne sais quoi. Et très franchement, leurs pratiques ne sont pas très différentes de ceux qui sont passés par l'ENA ou autre machinerie de ce type. Donc la nature sociale de l'élu en soi n'est pas une garantie suffisante. Et il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein, bon. Et puis après, pour revenir à l'extrême gauche, on a eu des débats là plutôt intéressants mais qui étaient quand même limités sur, à partir de octobre 17, la critique de la dissolution de la constituante de janvier 18, donc le respect d'un certain formalisme, etc. Bon, c'est ce que Rosa Luxembourg reprochait à Trotsky et Lénine. Hein. Vous connaissez ce débat-là. Bon, ça me paraît tout à fait juste de critiquer cette dissolution, mais là aussi, on est un peu dans le même monde, au sens théorique du terme, et il n'y a pas de prise en compte de débat qui avait eu les Lumières et qui avait été très importante au moment des révolutions françaises et américaines sur qu'est-ce que sont les institutions démocratiques. Hein, bon. Et vous savez, alors ça je le développe beaucoup dans le bouquin, que la démocratie représentative, qui commence par le gouvernement représentatif, alors le bon bouquin là-dessus, celui de Bernard Manin, hein, bon, sur l'origine du gouvernement représentatif, ont été construits par les constitutionnalistes français et américains contre la démocratie. Hein, bon. Ils expliquent en permanence que la République est utile parce que justement elle s'oppose à la démocratie sur le pouvoir du peuple étant le pouvoir de la démagogie. Hein, bon, et qu'il fallait donc construire un système qui garantisse que les élites continuent à conduire le processus de transformation, là, libérale, c'est le début du libéralisme, mais qui est basé sur l'idée qu'il faut surtout une république qui soit opposée à une démocratie du peuple. Hein, bon, d'où des réflexions de Montesquieu ou encore plus de Rousseau sur le fait que ça n'allait pas. Montesquieu, bon, il y a des formules hésitantes dans l'esprit des lois, mais qui reprend quand même la formule athénienne du tirage au sort. Bon, donc tout le monde voit bien qu'il y a une discussion. Bon, les Américains, ça c'est Manin qui le développe bien, vont avoir ce débat encore plus après la Révolution entre fédéralistes et antifédéralistes. Est-ce qu'il faut que les élus soient à l'image du peuple ou ce que le peuple devrait être, hein, à nouveau une distinction importante. Tous ces débats-là, je ne les ai pas vus dans le mouvement ouvrier, en tout cas pas chez nous, hein, dans nos familles, dans les années 70-80. Or, c'est ceux qui pointent aujourd'hui. Hein, bon, vous le retrouvez à Nuit debout, vous le retrouvez dans les mouvements Occupy, vous le retrouvez dans l'altermondialisme, et vous le retrouvez dans la critique que les nouveaux mouvements de gauche adressent à la démocratie représentative. Hein. Quand Podemos ou France Insoumise critiquent la caste, hein, que vous lisez derrière ce qu'il y a dans la description de la critique, on retrouve ça.
Mais ils n'ont pas tort. Bon, regardez ces 5 derniers gouvernements ou présidents de la République. Qui n'était pas énarque dans les présidents de la République? Que Sarko, qui n'a fait que Sciences Po. Bon, tous les autres sont énarques. Je ne parle pas de Mitterrand, De Gaulle ou Pompidou qui étaient trop vieux et donc qui avaient fait leurs études avant que l'ENA soit constituée, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, mais dès qu'on a une génération plus jeune qui arrive, tout le monde fait l'ENA. Bon, et prenez les ministres, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre avec Macron, même chose. Bon, donc la démocratie représentative crée ça. Qu'on soit socialiste, républicain ou macroniste. Bon, aux États-Unis, c'est l'establishment, et donc la critique de ce système est tout à fait légitime. Je pense que et ce n'est pas comme ça qu'on l'a en général abordé. Bon. Et de l'autre côté, là est le problème, c'est qu'on a en réponse à ça, et Podemos le théorise plus que Mélenchon, bon, avec les textes de Errejón, et surtout Monedero et Iglesias, qui sont tous les 3 des profs de Sciences Po. Bon, donc il faut aussi comprendre pourquoi c'est leur dada. Ils enseignent en Sciences Po, ils sont biberonnés de Sciences Po, ils viennent de l'altermondialisme, mais ils sont complètement dans ce truc-là. Bon, et eux développent l'idée d'un leadership fort et d'une idée qui est très compliquée pour des gens comme nous, c'est qu'il faut une stratégie de prise de pouvoir par les urnes et si possible la plus rapide possible. Bon. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois très efficace, on va le voir, et qui est en même temps problématique. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas avoir conscience des limites du problème. Bon, je m'explique en 2 mots. Quand j'ai repris un peu tout le débat des Grecs et de Syriza, en allant voir les gens, bon, parce que j'ai heureusement vu quand même beaucoup de gens sur tous ces pays, il y a un truc qui est très frappant, c'est qu'en 2011, au moment où la crise grecque implose, ou explose plus exactement, en fait on a un rapport de force à gauche, dans la gauche radicale, qui est très précis. Le Kukue, Parti communiste, stalinien, tout ce que vous voulez, fait 6% des voix. Syriza, à cette époque, fait 3% des voix. Donc on a le double au Kukue. Et l'implantation syndicale du Kukue, l'implantation dans la jeunesse du Kukue est 3, 4, 5 fois supérieure à celle de Syriza. Syriza, c'est petit. C'est vraiment petit, alors que le Kukue a une grosse base ouvrière, sociale dans la jeunesse en particulier, et c'est Syriza qui décolle et pas le Kukue. Bon, il y a une raison un peu marginale, mais qui n'est pas fausse, c'est qu'il y a eu un grand mouvement de jeunes un peu anards, un peu autonomes, qui a eu lieu en 2009 contre la mort, enfin au moment de la mort d'un jeune par la police, qui a entraîné beaucoup de destruction. C'était genre les têtes de cortège, pour parler de nos manifestations parisiennes. Bon. Et donc, bon, plein de cocktails Molotov, pavés, etc. Le Kukue, qui est quand même un parti d'ordre, se range sur la position du PASOK et de la Nouvelle Démocratie en condamnant les casseurs. Bon, alors que Syriza est plus dans l'empathie. Bon. Mais électoralement, ce n'est pas très payant. Bon, ce qui va faire la différence, c'est que Syriza va dire « nous, on va gagner ». Face au PASOK, nous, on va prendre le pouvoir par les urnes. Et ils vont agréger autour de ça, alors que le Kukue va dire « seule la lutte populaire permet d'obtenir des choses ». Et c'est là-dessus que Syriza décolle. Bon, Podemos, même chose. Quand vous prenez le plan de Podemos, au moment où il se constitue, c'est un blitzkrieg. C'est en 2 ans, on est au pouvoir et on a gagné. Bon. Et si vous prenez France Insoumise et Mélenchon, puisque c'est des choses qu'on a tous connues ces derniers mois, on est beaucoup, je suppose, dans cette salle, en tout cas moi et toi, je me rappelle, à considérer que les trucs de Mélenchon et du PG sur le petit trou de souris par lequel Mélenchon peut passer pour être président de la République, vaste éclat de rire, quoi. Tout ça était une rigolade. On l'a tous pris comme ça. Bon. Or, il a montré que ce n'était pas exclu, et en montrant que ça n'était pas exclu et qu'il fallait en tout cas se battre pour ça, il a agrégé des secteurs qui, normalement, n'étaient pas particulièrement favorables à Mélenchon. Les quartiers avec beaucoup de jeunes d'origine immigrée, souvent musulmans, allaient voter pour un super laïcard comme Méluche. Franchement, on est quand même loin du compte. Bon. Et dans les centres-villes qui ont beaucoup voté Mélenchon, le verticalisme et les coups de menton de Mélenchon, c'était quand même pas la tasse de thé de beaucoup d'entre nous, et je me mets dedans. Bon. Donc, on a comme ça des couches sociales qui, a priori, n'étaient pas a priori sympathisantes de Mélenchon qui se sont ralliées à lui dans la dernière phase, ça s'est joué dans les dernières semaines, parce qu'il y avait une opportunité à pas louper, quoi. Il fallait saisir le truc. Exactement comme Syriza ou Podemos ont offert cette possibilité de saisir le truc. Mais ce faisant, on aboutit à des choses. Alors il y a des choses qui sont rigolotes et sans plus. Le plus gros score de la gauche radicale, si on met Duclos dans la gauche radicale, ce qui n'est pas tout à fait ma position, mais ça se discute, de ces 30 ou 40 dernières années, c'est 2017. Avant, c'est Duclos. Bon, mais rien. Bon. Donc on a quelque chose qui est très frappant et qui est une grande victoire. Le soir du premier tour, vous avez vu le discours crépusculaire de Mélenchon et les pleurs de ses militants. Donc c'était déjà un choc de les voir réagir comme ça. Mais ça, c'est de l'anecdote. Plus profondément et plus problématique, et on le voit chez Podemos en Espagne, et à mon avis, on le verra à la France Insoumise, il y a l'idée que c'est la voie directe par l'élection qui va permettre de gagner.
Bon, une voie directe qui fait qu'une fois qu'on a gagné, on résout les problèmes, et basta. Donc on ne va pas s'emmerder avec des syndicats qui sont divisés, qui prennent du temps, avec du consensus, de mouvements sociaux, des assemblées machin, des nuits debout trucs. C'est pas comme ça qu'on va gagner. On va gagner direct. C'est au cœur du débat, qui est un débat assez tendu entre le groupe d'Ada Colau, qui a construit Barcelona en Común et qui a gagné la mairie, avec Domènech et d'autres qui sont en train d'essayer de construire Catalunya en Común, qui est donc une tentative d'avoir une alternative politique au nationalisme en restant très à gauche, et Podem, qui est le Podemos catalan. Et derrière, c'est ça. Podem reproche, la base de Podem reproche à Barcelona en Común d'être les gens des mouvements sociaux. Ada Colau, c'est le mouvement pour le logement. Elle aurait été à Dalle si elle avait été à Paris. Et tous ces gens-là, pour les gens de Podem, c'est du blabla, c'est de la perte de temps, il vaut mieux y aller, gagner l'élection et basta. Donc on va avoir ce problème à gérer. Mais en même temps, l'idée qu'on va gagner par les urnes n'est pas absurde. Je ne vois pas qui dans la salle va dire qu'on est contre l'élection, vive l'insurrection et préparons les fusils pour les barricades. C'est pas dans ce monde-là dans lequel on est aujourd'hui. Donc si on se pose clairement la question électorale, on est obligé de se poser ces questions-là. Mais en même temps, et je pense que c'est ça l'important, en ayant conscience du coût à payer d'une stratégie de ce type. Qu'il faudra probablement mettre en œuvre. La preuve, ça a marché. Syriza, Podemos et en grande partie France Insoumise. Mais attention à ce que ça va vouloir dire dans le recrutement et dans la formation des militants qui, de fait, sont poussés vers l'étatisme. Sont poussés vers l'étatisme avec l'idée de la voie directe qui va permettre de résoudre les problèmes. Donc face à ça, je pense, et c'est ça un peu que j'ai essayé de développer dans le bouquin, qu'il y a une troisième alternative, si on peut dire, exactement, qui est assez cohérente avec la structure binaire capitalisme-étatisme commun, qui est l'idée que la démocratie représentative fonctionne bien pour la bourgeoisie, pour toutes les raisons que j'ai indiquées, qui sont les raisons pour lesquelles on peut la critiquer, qu'on a un autre modèle que certains appellent populiste. J'emploie pas le mot parce que ça fait partie de ces mots valises qui font qu'on s'engueule sans forcément discuter du fond, donc l'employons pas, mais qui est en gros Iglesias, Podemos, les Latinos, etc., mais qu'au milieu, il y a une troisième voie, en tout cas quelque chose qui stratégiquement vaut la peine d'être défendu, qui est ce que j'appelle la démocratie radicale. Et là, il y a plein d'exemples. C'est la démocratie directe, la vraie démocratie directe, pas des soviets qui ne sont pas du tout une démocratie directe, c'est un empilage de hiérarchie et de pyramides, les soviets. Mais la démocratie directe, ce qui est frappant, c'est qu'elle est arrivée dans des espaces qui nous intéressent en général peu, en tout cas moi j'ai découvert récemment, c'est tout l'Ouest américain. Pour des raisons qui renvoient au fait que autant au moment de la Constitution américaine, donc fin du 18e, Madison écrit tout ça avec l'idée d'éviter que le peuple soit soumis aux démagogues, c'est ça son idée, mais il y a quand même des gens intéressants. Jefferson, qui est un antifédéraliste comme Madison, lui va faire je l'indique dans le bouquin pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez la référence, va faire une proposition qui m'a beaucoup marqué, qui est de dire qu'il n'y a rien de plus enthousiasmant, et je suis sûr que c'est arrivé à beaucoup d'entre vous, qu'un moment constituant. Vous créez un nouveau syndicat, on l'a fait pour Sud, vous créez un nouveau mouvement, Attaque, AC, vous créez un nouveau parti politique, vous créez un nouveau pays, parce que c'est de ça dont il s'agissait dans le cas des États-Unis d'Amérique, c'est enthousiasmant. C'est un moment où on redéfinit tous ensemble, c'est un moment d'excitation des masses au sens tout à fait positif du terme, de politisation, etc. Et Jefferson dit il n'est pas normal que nous ne permettions pas à chaque génération de profiter de ce moment d'effervescence et de politisation fort. Et la conclusion de Jefferson, c'est qu'il faut que la Constitution, il écrit une lettre à Madison en lui proposant ça. Madison, évidemment, met tout ça au panier. Personne n'en aura plus parlé. Il dit la Constitution devrait s'éteindre tous les 19 ans, puisqu'à l'époque, c'était les générations, on dirait aujourd'hui tous les 25 ans, pour que la nouvelle génération ait la chance de recréer un pays, d'une certaine façon. C'est pas idiot. Donc on voit qu'il y a des vraies sources de débat comme ça intéressantes dès le 18e. Mais c'est au 19e, dans les États de l'Ouest américain, les nouveaux États, que toute une série d'innovations vont avoir lieu. Par exemple, c'est dans le Wyoming, qui aujourd'hui n'est pas le plus progressiste des États américains, que les femmes, pour la première fois dans l'histoire, on peut presque dire de l'humanité, vont voter. Plus tard, ce sera la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre, et l'Australie, qui vont offrir le droit de vote aux femmes dès 1911. Mais c'est 1862, c'est 50 ans avant la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et puis surtout, comme ils se méfient des grandes entreprises, en particulier des chemins de fer, les compagnies de chemins de fer, ils vont instaurer des mécanismes de révocation et de droit de révocation qu'ils ont utilisés. En Californie, ils ont révoqué un de leurs gouverneurs, et de démocratie directe à la Suisse. Alors ça produit des résultats étonnants. Par exemple, si vous prenez les dernières élections américaines, parce qu'ils ont toujours tous ces référendums en même temps qu'ils votent pour Trump ou versus Clinton, ils ont voté pour l'augmentation des salaires minimums dans plein d'États,
toujours de l'Ouest, et ils ont augmenté pour la légalisation de la marijuana quasi partout maintenant. On va être les derniers en France à interdire la marijuana. Dans toute l'Europe et les États-Unis, l'affaire est réglée maintenant, et ça diminue la criminalité. Enfin, on y gagne tous. Donc ces conjonctions, alors c'est compliqué, il faudrait rentrer dans le débat américain qui n'est pas le sujet ici, mais montrent en tout cas qu'il y a des formes de démocratie directe que les Suisses pratiquent depuis un siècle maintenant, qui mériteraient d'être introduites. Alors, c'est des choses qui sont plutôt à la mode, beaucoup de candidats le portent, mais ça change beaucoup de choses. Bon. Le tirage au sort, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais a beaucoup d'avantages. Dans beaucoup de cas, je ne vais pas rentrer dans tous les cas, mais en gros, chaque fois qu'il n'y a pas besoin d'une compétence particulière, et encore, le tirage au sort permet beaucoup de choses. Je ne rentre pas dans le détail, on pourra en rediscuter. Et puis il y a des tas d'autres formes. Tout ce qui est, par exemple, dans une société complexe comme la nôtre, il y a beaucoup de choses qui sont gérées par ceux qui ont envie de le gérer. Je vous donne un exemple tout bête. Wikipédia. Tout le monde, j'espère, et j'en suis sûr, lit Wikipédia dans la salle. On doit probablement, je ne vais pas vous demander combien, mais on doit être probablement 10%, c'est toujours le chiffre qu'on trouve, de gens qui écrivent au moins un mot, une page, une virgule, etc. dans Wikipédia. Donc, ils sont des contributeurs. Dans nos milieux, c'est en gros 10%, ce qui est très bien. C'est grâce à ça que Wikipédia vit. Mais quand je demande, et là je peux demander dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait partie de la gouvernance, entre guillemets, ou de la gestion de Wikipédia, je ne rencontre jamais personne. Donc ça veut dire que nous tous, alors pourtant que Wikipédia c'est le principal instrument de connaissance que l'humanité ait jamais connu, qui est géré par nous, on laisse des gens faire. Ce qui n'est pas forcément problématique. Je veux dire, sur les tas de domaines, vous êtes tous mutualistes, est-ce que vous votez pour vos mutuelles? Moi non. J'ai probablement tort, je ne dis pas que c'est bien, mais très peu de gens votent pour les mutuelles. Donc en fait, c'est ceux qui s'y impliquent qui gèrent. Et donc il y a plein d'endroits comme ça où on peut avoir une implication directe de la société, même si c'est par des petits morceaux de la société, parce qu'on ne peut pas tous tout faire. Il y en a qui vont dans les forums sociaux, d'autres qui s'investissent dans Wikipédia, d'autres dans la mutuelle. Et tout ça, c'est des activités socialisées, mais non étatisées, et qui permettent d'avoir une irruption de la société, alors plus ou moins importante. Les mutuelles peuvent être très bureaucratiques, gérées de façon assez similaire à des grandes entreprises d'assurance. Ce n'est pas pour dire que toutes les mutuelles sont positives, mais on voit quand même qu'il y a là une logique dans la démocratie de l'implication directe, qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir avec la logique des communs. Voilà un peu ce que je voulais dire là-dessus. Alors dernière chose, et ça va être deux conclusions. La première, qui est la conclusion de tout ce que je viens de vous dire là, de cette grande partie. L'autre partie après va être beaucoup plus courte. C'est quand vous prenez le bilan des expériences de gauche en Amérique latine, et pour partir, c'est plus compliqué pour la Grèce parce qu'il y avait une contrainte telle, et puis c'est tellement peu de temps que les critères de jugement sont beaucoup plus limités. Mais dans les programmes de ces différents partis, on voit que se mêlent toujours trois questions, toujours, qui est quel est le degré de rupture. Et on voit bien par exemple comment en Grèce, le fait de ne pas vouloir avoir de plan B ou de mobilisation européenne a contraint Tsipras, son gouvernement, à accepter ce que vous connaissez, le mémorandum. On voit comment Lula, par exemple, qui, à la différence des pays de l'ALBA, n'a pas voulu faire de constituante tout à fait démocratique, il aurait pu appeler une constituante au Brésil, et a accepté un système politique qui est très spécial. L'Assemblée, et c'est vrai depuis très longtemps au Brésil, est majoritairement composée de ce qu'ils appellent des ruralistes, qui sont des gens élus locaux très proches des latifondistes locaux, et qui changent de parti tous les ans. Il y a une espèce de mercato officiel tous les ans, où les députés peuvent changer de parti en fonction du plus offrant. Et donc on a un système ingérable, où la corruption est à tous les niveaux. Et au lieu de transformer ça par une constituante, ce qu'ont fait Evo Morales, Rafael Correa ou Hugo Chavez, il a utilisé ce qu'il pouvait faire, c'est le Mensalao, et qui maintenant lui revient en boomerang avec tous les scandales que vous avez pu voir. Donc la question de la rupture, très importante. Deuxième question, c'est le modèle de développement ou modèle de socialisme, appelez-le comme vous voulez, avec une question centrale en Amérique latine, moins chez nous heureusement, mais qui est non seulement le productivisme, ça c'est chez nous, mais aussi ce qu'ils appellent l'extractivisme, c'est-à-dire de baser tout le modèle économique sur l'extraction des matières premières ou des biens agricoles. Le bilan est assez terrible. Le Brésil, en 15 ans de PT, a connu un processus de désindustrialisation précoce incroyable. C'était un pays très industriel encore jusque dans les années 1990. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, l'industrie s'effondre et ce qui monte au Brésil, c'est l'extraction des matières premières et surtout du soja et tout ce que sont les produits agricoles et la finance. Donc on a des processus de ce genre qui sont vraiment pas bons. Et puis l'affaire vénézuélienne est impressionnante aussi parce qu'arrivé au pouvoir en 99, donc prise de pouvoir parce qu'ils arrivent toujours un peu plus tard, c'est comme aux États-Unis en 2000, donc 17 ans de chavézisme, madurisme, un pays qui était compliqué.
la dépendance au pétrole date d'un siècle. Hein. Je veux dire, le Venezuela est un pays dans lequel 90% des exportations, c'est du pétrole, hein, bon, depuis très longtemps, et dans lequel il n'y a plus d'agriculture, parce qu'il y a un tel marché noir, le prix de l'essence est quelques centimes. Hein, bon, qu'il vaut mieux, quand on est paysan, prendre 2 jerrycans, aller à la frontière colombienne, passer et le revendre à $1, ça vous fait $40, ça vaut 3 jours de boulot à gratter la terre. Hein. Donc les gens, pas photo, hein, plus personne ne gratte la terre, et tout le monde est passé en contrebande ou autre. Bon. Donc il n'y a plus d'agriculture. Hein. Bon, ça, c'est l'héritage que récupère Chavez il y a 17 ans. Donc ces choses-là sont lourdes, hein, ce n'est pas du tout pour les minimiser. Mais 17 ans, c'est long. Hein, ce n'est pas 1 an et demi comme en Grèce ou 2 ans, enfin des périodes courtes. Et franchement, rien n'a changé, quoi. Hein, alors, ils ont utilisé les hauts prix du pétrole pour faire des programmes sociaux, des tas de choses, tant mieux, hein, aucun souci. Hein, bon, mais il n'y a absolument aucune évolution dans le modèle de développement. Et je ne rentre pas dans le détail sur Équateur et Bolivie, qui sont malgré tout assez similaires. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Hein, quel modèle de développement. Et donc toute ma mini-théorie des communs, hein, que je vous ai exposée s'oppose à ça, parce qu'elle va évidemment avec un autre modèle de développement, avec le refus du productivisme, enfin bon, toutes choses que vous connaissez. Et puis la troisième question, c'est la question démocratique, hein, qui est complètement encastrée pour moi dans les questions du modèle de socialisme, du modèle de développement, qui est au cœur de toutes ces expériences, avec surtout en Amérique latine, un poids de ce qu'ils appellent le liderazgo, hein, c'est-à-dire le poids du leader, qui est absolument écrasant, ce qui ne veut pas dire que c'est des dictatures, loin de là, hein, ce serait une erreur de dire ça, mais un poids très très fort des présidents de la République. Je finis, et c'est ma dernière partie qui sera beaucoup plus courte, rassurez-vous, par une question qui a occupé beaucoup le mouvement ouvrier il y a un siècle, et qui maintenant est mis un peu sous la table, qui est quel acteur pour la transformation sociale ou pour la révolution. Hein, dans le POSDR russe, donc c'était au cœur de la division menchevique-bolchevique. Hein, bon, est-ce que c'est la bourgeoisie, le prolétariat allié aux paysans, enfin pour tous ceux qui ont été baignés dans ces écoles de formation il y a une trentaine d'années, se rappellent de ces débats, hein, que je ne vais évidemment pas reprendre, mais tout ça, tout le monde s'en fout aujourd'hui. Et ce que j'essaye de faire dans le chapitre que je consacre à ça, c'est d'expliquer ce en quoi les concepts englobants sont en fait désarmants. Ils sont utiles et désarmants à la fois. Alors c'est quoi les concepts englobants? Et je vais vous montrer à chaque fois en quoi ils sont utiles, mais en quoi ils sont désarmants. Il y en a 3 principaux. Hein. Bon, le premier, et qui a beaucoup cours ici en France ou dans les pays européens, c'est la puissance du salariat. Alors pas Friot, hein, mais l'idée qu'aujourd'hui le salariat est tellement large, salariat en comptant les jeunes en formation qui sont des pré-salariés et les retraités qui sont des post-salariés, mais tout ça dans le grand monde du salariat, et qu'en fait le prolétariat c'est le salariat, hein, sauf les cadres dirigeants, bon, une toute petite élite. Hein, bon. C'est utile d'un certain point de vue, hein, ça permet par exemple de considérer que les chauffeurs Uber ou les livreurs de Deliveroo de fait sont des salariés parce qu'ils sont assujettis à leur patron, hein, sous une forme un peu particulière, et même s'ils ont un statut d'auto-entrepreneur, ils ne sont pas du tout entrepreneurs, mais c'est des salariés de fait, précaires. Bon. Donc cette notion d'un salariat large permet de réenglober toutes ces catégories, donc ça c'est très utile. Hein, bon. Mais vous verrez que ça pose une série de problèmes après. Deuxième notion englobante que le mouvement Alter, ou surtout les Occupy, ont beaucoup utilisé, c'est les 99%, 1%. Alors là aussi, il y a une forme d'utilité. C'est sûr que quand vous reprenez les chiffres de qui a vraiment gagné de ces 20-30 années de mondialisation, c'est 1%. Hein, bon, les classes moyennes n'ont pas tellement gagné, hein, de ces années-là, les pauvres pas non plus, bon, mais le 1% du haut, ça a décollé. Hein, bon, donc la formule permet de pointer ce problème qui est une vraie réalité et qu'il faut dénoncer bien évidemment, donc ça a un certain intérêt à cet égard. Bon, troisième concept englobant qui tourne beaucoup, c'est le peuple, hein, qu'on va retrouver un peu partout, chez Iglesias et des tas d'autres, en partie chez Mélenchon. Bon, il y a des cas où c'est utile, hein, on est en Catalogne, utiliser l'idée du peuple catalan pour ses droits nationaux, pourquoi pas, hein. Bon, il y a d'autres moments où ça peut être le peuple français, ça ne me pose pas de problème métaphysique. Hein, bon. Mais ces 3 grandes catégories qu'ici, est-ce que vous allez retrouver dans nos milieux, hein, bon, ne résolvent pas vraiment la question, c'est quelles sont les couches et les fragments de classe sociale qui sont dominants dans un processus de transformation sociale. Parce que le fait de les identifier permet de voir quels sont les problèmes qui arriveront demain. Hein, bon, et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Hein, bon. Et je donne, c'est l'exemple que je donne, mais on pourra en trouver des tas d'autres, j'en donne 2, c'est la Bolivie et l'Afrique du Sud. En Bolivie, vous vous rappelez peut-être de la révolution bolivienne de 53, hein, c'est une vieille histoire, mais qui a été fondamentalement réussie grâce aux mineurs. Hein, donc il y avait une colonne vertébrale ouvrière
ouvrière marquée par le trotskisme, hein, c'était le port Laura à l'époque qui était dominant, et l'idée c'est que le prolétariat, et c'était la réalité, minier allait être l'avant-garde, pas de problème. Bon. Le prolétariat minier a quasi disparu dans un processus sur lequel je ne vais pas revenir, économique sur lequel je ne vais pas revenir, et toute la série des mouvements sociaux extrêmement puissants qu'ont connu la Bolivie ces 20 dernières années, a été porté par deux grands mouvements qui sont les paysans, souvent d'ailleurs d'anciens mineurs qui sont aujourd'hui devenus paysans, souvent cocaleros, hein, c'est-à-dire qui font de la coca, et les mouvements indigènes, Aymara, surtout Aymara et Quechua. Hein, bon. Et c'est ces groupes-là qui ont pris le pouvoir en créant le MAS. Hein, c'est de là d'où vient Evo Morales, c'est de là d'où viennent les cadres du gouvernement, et ça va avoir une série de conséquences. Hein, bon, des conséquences très positives, c'est le fait que les Indiens, Aymara et Quechua, qui sont les deux groupes socio-indiens les plus nombreux de très loin, vont redevenir la majorité qu'ils étaient et que la colonisation espagnole, un demi-millénaire auparavant, leur avait usurpé. Donc ça c'est très bien, hein, aucun souci. Mais la nature précise sociale de ceux qui sont arrivés au pouvoir va avoir des conséquences importantes, en particulier sur un conflit qui a fait une grande crise en 2011 et qui l'a refait aujourd'hui, qui est le parc du Tipnis, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un grand parc dans l'Amazonie que Evo Morales veut traverser par une route. Bon. Contre les populations indigènes locales, hein, qui sont moins nombreuses que les Quechua Aymara, parce que c'est des populations amazoniennes locales, mais qui sont complètement contre la création de la route. Hein, bon. Et en fait, il y a une pression très forte des cocaleros, parce que quand vous faites une route, vous défrichez sur les côtés, puis vous plantez de la coca, hein, tout bêtement. Bon. Et ne pas voir ça et comprendre pourquoi Evo Morales est tellement obsédé par cette idée d'ouvrir la route à cause de sa base sociale, hein, c'est ça qui le fait réélire, hein, c'est pas comprendre le problème. Bon. On peut avoir le même type de réflexion sur l'Afrique du Sud. Vous avez peut-être, je suis sûr beaucoup d'entre vous connu le bouquin de Claude Jacquin, Gabriel pour ceux qui étaient à la Ligue à l'époque, qui est maintenant décédé, sur le syndicalisme sud-africain dans les années 80-90, qui était vraiment le cœur de la contestation de l'apartheid. Et puis il y a eu une évolution vers les townships, hein, vous vous rappelez de toute cette histoire, et une reprise en main par l'ANC de tout ce qui était la lutte contre l'apartheid, mais dans une espèce de compromis avec le secteur anglo-minier, hein, bon, qui a permis la voie pacifique vers la fin de l'apartheid que vous connaissez tous, mais qui a eu comme conséquence que les couches dominantes qui se sont imposées n'étaient plus le mouvement ouvrier, hein, d'où Marikana et les conflits dans les mines qui se multiplient aujourd'hui, au nom d'un concept qui est le Black Empowerment, qui est l'idée de la création d'une bourgeoisie noire, parasitaire autour de ces groupes anglo-miniers, hein, pour le dire vite. Bon. Et le fait de comprendre ça, c'est à mon avis absolument déterminant. Et là, c'est ma conclusion finale. Quand on essaye de voir aussi en stratégie, hein, en positif, comment essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un pays comme la France, hein, mais c'est vrai ailleurs, je pense que penser en dessous de ces grandes catégories, peuple, 99% salariat, est utile. Pour moi, les trois secteurs sociaux dont nous avons intérêt à travailler à la coalition, hein, ça ne va pas de soi, hein, je ne dis pas que les choses se font d'un claquement de doigts, c'est ce qui reste du mouvement ouvrier, et ce n'est pas négligeable, hein, organisé, hein, c'est ce qu'on retrouve au cœur des manifs ou à travail, et qui a l'énorme avantage d'être le secteur organisé, donc on peut avoir des gens avec qui discuter, hein, associations, syndicats, partis, etc., mais qui ont un inconvénient, et que je connais bien, puisqu'on est plusieurs ici à travailler dans les entreprises comme les PTT ou la SNCF ou je ne sais quoi, d'avoir des revendications qui nous tirent un peu vers le passé, même si elles sont justes. Hein. Bon, défendre la Poste, par exemple, et j'ai rien contre défendre la Poste, je suis tout à fait pour, aller demander à un jeune de 18 ans s'il préfère l'Internet ou la Poste. Enfin, la question ne se posera même pas, quoi. Hein. Bon, la Poste n'existe pas, hein. Il y a l'Internet et c'est tout. Bon. Et on a comme ça donc un mouvement syndical ouvrier très organisé autour des services publics, dans le cas français, c'est moins vrai en Allemagne ou en Italie, qu'il faut absolument mettre au cœur de ce processus de transformation sociale, mais en connaissant aussi ce problème. Hein. Bon. Deuxième secteur, c'est nous, c'est ce quartier. Hein. Bon, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui dans les centres-villes, et on l'a bien vu dans les votes, hein, c'est ça qui a permis à Mélenchon d'avoir un certain nombre d'élus dans le 19e, à Montreuil, à Marseille-Centre. Hein. Il n'a pas été élu dans les quartiers nord, hein. Mélenchon a été élu dans le panier, hein, bon, qui est l'équivalent de Ménilmontant, quoi. Hein. Bon, donc il y a un phénomène dans les centres-villes. Alors là, je n'ai pas du tout pris le temps, ça demanderait un autre bouquin, d'y travailler, mais qu'on retrouve partout. Hein, vous l'avez à Londres, vous l'avez à New York avec Brooklyn, vous l'avez en Australie, à Melbourne avec la City. Il y a une évolution à gauche assez radicale des centres-villes qui est un peu contre-intuitive, hein, bon, sur lesquels il faut travailler, je ne vais pas m'étendre là. Puis il y a évidemment tous les secteurs de banlieue avec des populations d'origine immigrée, hein, bon, qui eux vont se mobiliser. Parce que ce deuxième secteur, je viendrai après sur ceux d'origine immigrée, ils ont été au cœur de Nuit debout, hein, on va les retrouver dans les manifs très massivement. Hein, bon, les jeunes que vous voyez dans les manifs contre la loi travail, que ce soit en 2016 ou aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est pas pour la plupart des salariés du mouvement ouvrier. Hein. Bon, c'est ce qu'on appelle les intellectuels précaires par facilité de langage. Hein. Souvent, ils ne sont pas précaires, mais il y a une sensation de précarité à cause du logement, etc. Bon. Et puis le troisième secteur, lui, va se mobiliser contre les oppressions. Hein. Je pense à Adama Traoré et à tous ceux qui se sont mobilisés sur des drames de ce genre, hein, bon, et qui là vont mobiliser assez massivement, soit les populations noires, ça c'est le cas d'Adama Traoré, soit les populations d'origine immigrée. Et jouer l'articulation de ces trois secteurs, ça m'apparaît moi être la priorité. Hein, bon. Mais ça se discute. Hein. D'autres peuvent avoir une autre proposition. J'essaie de pointer dans le bouquin les autres idées. Hein. Des gens comme Duménil et Lévy défendent l'idée du cadrisme. Hein. J'essaie d'expliquer ça. Il y a d'autres théories. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Une fois qu'on dit ça, alors là je ne vais pas m'étendre parce que j'ai essayé de donner quelques idées là-dessus. Ça veut dire évidemment travailler à qu'est-ce que veut dire faire coalition, et ce n'est pas une mince affaire, donc je m'arrête sur ces quelques mots. Merci. Il y a des continents, des pays que je ne connais pas. Hein, la Chine, je suis incapable d'écrire 5 lignes intéressantes, donc je n'en parle pas. Hein, bon. Mais pas en l'Inde que je connais, un peu en tout cas. Il y a plein de choses qui se passent. Hein, il y a plein de mouvements. Bon. Le problème, et c'est pareil pour l'Afrique, hein, il se passe en Afrique, en partie de l'Ouest, hein, francophone, des choses étonnantes. Hein, ils ont renversé un nombre de gouvernements, il y a des recompositions qui ont lieu. On n'est pas du tout dans une espèce de désert ou de sauvagerie, tout ça est absurde. Il y a des tas de choses passionnantes qui se passent. Mais il faut vraiment rentrer dans le dur. Hein, bon, c'est par exemple pour cette raison-là, au sens il faut le décrire, et c'est pas en 240 pages ou en 500 qu'on peut le faire. Hein, bon. C'est pour cette raison-là, pour ceux qui regarderont le bouquin, qui vont sur l'Amérique latine, je me suis quand même beaucoup centré sur le Brésil parce que c'est européen. Hein, bon, pas du tout pour une question de couleur de peau, vous en doutez, mais parce que c'est des références compréhensibles. Dès que vous parlez du monde andin, il faut rentrer dans Quechua, Amara. Alors c'est un peu, il y a des choses dessus, hein, bon, mais il faut rentrer dans le dur, quoi. C'est pas des choses qu'on peut traiter comme ça et faire un chapitre rapide. Et donc c'est ça la raison pour laquelle Asie, Afrique sont pas traitées, hein, bon, ou sauf des mini incises, mais vraiment toutes petites, pour ces raisons-là. Mais ça méritera d'autres bouquins. C'est pas moi qui les ferai, ou en tout cas pas sur la plupart des pays, mais ça mériterait évidemment d'autres bouquins. La violence, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, donc je ne reprends pas, c'est une question centrale, là aussi pas traitée, mais qui mérite qu'on s'y arrête. Après, il y a une question qu'on va retrouver dans dans plusieurs interventions, vous au fond et toi Laurent, qui est la question sur est-ce qu'une prise de pouvoir aurait pu ou a pu s'accompagner de phénomènes de démocratie directe. Est-ce que ça a existé? Ça n'a pas vraiment existé. Hein, je ne connais pas de cas dans les expériences que je traite. Hein, je parle que de celle-là. Hein, on ne va pas revenir à la révolution russe. Ça, on peut le faire, mais ce n'est pas du tout l'objet du bouquin. Ils n'ont pas fait ça. Alors quand je dis ils n'ont pas fait ça, ils ont fait des choses, mais d'une autre nature, hein, qui ne sont pas inutiles non plus, hein, mais qui ne sont pas ce que les anglo-saxons, et alors en français on n'a pas de mot pour traduire, puis comme la Banque mondiale l'utilise, on évite l'empowerment. Hein, Pignard, dans un de ses bouquins, en parlait avec Isabelle Stengers. L'empowerment est un beau mot, c'est-à-dire de donner le pouvoir à. Hein, bon, ils n'ont pas fait ça. Ce qu'ils ont fait dans certains pays, même dans plusieurs, c'est de donner des droits. Ce qui n'est pas la même chose. Hein. Le droit aide à l'empowerment, mais ce n'est pas directement la même chose. Ça, il y a eu. Hein, bon, des droits sociaux, hein, l'accès à la santé, enfin des tas de choses très pratiques, mais qui sont quand même déterminantes pour tous ceux qui vivent dans des conditions difficiles. Des droits sociaux sur le plan de, par exemple, la grande réforme importante de Lula, c'est le fait d'avoir créé un salaire minimum qui a sorti de l'informalité des millions de travailleurs domestiques. Hein. Le Brésil, c'est un peu comme la France et l'Angleterre de l'époque de Proust, hein, ou des romans anglais. Hein, c'est-à-dire qu'il y a plus de domestiques en Angleterre à la fin du 19e que d'ouvriers. Bon, le Brésil, c'est un peu ça. Hein, des domestiques noirs, femmes, ça évidemment, hein, rassurez-vous, on reste toujours dans le même schéma, mais qui n'avaient aucun droit, hein, qui étaient les petites bonnes, hein, je mets des guillemets partout à la maison. Bon. En donnant un salaire minimum et donc une reconnaissance du salariat, ils ont créé une nouvelle classe sociale au sens positif du terme, donc c'est par les droits qui ont été donnés, hein, bon, ou gagnés, enfin c'est un mélange évidemment avec des luttes. Hein, bon. Des droits culturels nationaux, hein, dans la constitution pluriculturelle et plurinationale de la Bolivie, on a la reconnaissance. Ça n'a pas vraiment pris forme, mais en pratique, c'est une prise de pouvoir, comme en Afrique du Sud, par la population noire d'origine africaine, des populations d'origine indienne, Quechua, Amara, hein, qui ont pris le pouvoir avec leur culture, et ça, tout ça, c'est très bien. Donc il y a une série de droits de type nationaux culturels, de type sociaux, divers, suivant les pays, qui ont été donnés, c'est positif. Il ne faut pas cracher dans la soupe sur ça. Mais c'est tout.
l'idée que je partage, que décrit Laurent, qu'une fois arrivé au pouvoir par les urnes, tu n'as pas forcément le pouvoir sur la société, et heureusement d'une certaine façon, entre nous, c'est quand même une bonne chose qu'il n'y ait pas le pouvoir sur la société, mais que l'important c'est d'ouvrir les espaces qui donnent du pouvoir à, donc à nouveau l'empowerment, c'est clé. C'est tout ce que j'essaye de développer sur l'idée des communs et de la démocratie radicale. C'est le cœur, ça vous verrez, de la conclusion. Bon, pour moi, c'est le cœur des choses qui n'ont pas été faites, qui va avec un modèle de développement, sortir de l'extractivisme. L'extractivisme, c'est obligatoirement les multinationales. Je veux dire, qui sait gérer une mine de cuivre à ciel ouvert sur 10 km sur 10, obligatoirement, il y a 4 multinationales, Rio Tinto et quelques autres, et basta, quoi. Bon. Donc, dès que vous sortez de ce modèle-là et que vous êtes dans le modèle des communs de la démocratie radicale, vous redonnez du pouvoir à. Bon. C'est ce que défend à sa manière, mais dans des conditions difficiles, le MST brésilien, qui crée des espaces d'autonomie, etc. Bon. Donc ça, je pense que c'est le cœur. Donc aucun désaccord. Là, je l'ai dit un peu peut-être rapidement dans la présentation. À ce titre-là, la question de l'autogestion, c'est la même chose. Je n'ai pas utilisé le mot, je crois, parce que c'est un mot qui apparaît comme vieux. Bon, je dis plus laisser à la société la possibilité de faire irruption dans toute une série de domaines, mais c'est la même chose. Franchement, il n'y a pas du tout de différence pour moi. Sur les deux dernières questions, et je m'arrête là-dessus, dans un seul pays, alors c'est une question intéressante parce qu'il y a quand même des choses à dire. Bon, c'est-à-dire qu'il y a un cas où ils ont vraiment tenté, Chavez, avec tous les défauts qu'on peut lui adresser, non seulement il a distribué de l'argent à ceux qui en avaient le plus besoin, ça c'est positif, il n'a pas changé le modèle de développement du tout, ça je l'ai déjà dit, je ne le reprends pas, mais il a essayé de créer un contre-pouvoir au pouvoir des États-Unis d'Amérique par l'ALBA et par la tentative de créer un réseau d'alliances par le pétrole, c'est une diplomatie pétrolière, y compris avec le Massachusetts. Vous vous rappelez, quand il avait fait le pied de nez aux États-Unis, de donner du Massachusetts du pétrole pas cher pour les plus pauvres, etc. Bon, il a utilisé le pétrole pour ça. Ça a marché en petite partie, mais là, ceux qui ont refusé de jouer le jeu, c'est le Brésil. Il ne faut pas se cacher les choses. Là, le refus de Lula du gouvernement brésilien de participer à l'ALBA désarme tout, parce que c'est des pays qui ne sont pas du tout de même nature. Le grand pays avec une base industrielle, même si elle est déclinante, c'est le Brésil. C'est pas la Bolivie. Bon. Pour le cas de Syriza, je partage l'idée qu'il n'y avait pas tellement d'autres solutions, mais le vrai reproche, c'est non seulement de ne pas avoir un minimum de plan B pour faire un peu de bras de fer avec les institutions européennes, mais surtout à un moment où il n'y a plus de mouvements sociaux européens. On a eu des très forts mouvements sociaux européens, en gros de Gênes à 2004, les grandes manifs contre la guerre, etc. Après, le Forum social européen a disparu petit à petit, et il y a eu une tentative d'origine belge sympathique et positive. On a tous participé, enfin tous ceux-ci qui sont syndicalistes l'ont fait, ou dans les mouvements sociaux, qui s'appelait l'Alter Summit, mais qui n'a pas réussi à débloquer les choses, Il ne faut pas se cacher les réalités. Et quand Syriza arrive au pouvoir, il n'y a aucun cadre européen. La CES, c'est une blague, ça ne fera jamais rien. Bon, le PGE ne fera jamais rien. Tout ça, c'est des choses, c'est des coquilles bureaucratiques. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas y être, mais ça n'agira pas. Bon. Et donc, si vous vous rappelez du moment de l'arrivée au pouvoir de Syriza, on est en janvier 2015, il y a un vrai enthousiasme dans les différents pays européens. Et il y avait moyen, j'en suis moi convaincu, de convoquer une assemblée, un forum, appelez-le comme vous voulez, à Athènes tout de suite, dès février, pour reconstituer un cadre, et dans lequel on aurait eu du monde. On aurait eu évidemment Solidaire, FSU, Attac, etc. Mais une bonne partie de la CGT, voire toute la CGT, en aurait été. Sur le plan politique, bon, toutes les gauches socialistes étaient à fond derrière, et pas simplement PC, gauche radicale, etc. Donc je pense que là, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas voulu faire, à la fois parce qu'ils s'étaient noyés par la tactique, mais aussi parce que quand vous créez ça, ça vous handicape, parce que c'est une pression sur vous-même. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans la négociation. Ça, ils ne l'ont pas fait, et volontairement. Donc il y a aussi des choses qu'on peut dire sur cette construction de solidarité internationale qui n'a pas eu lieu. Deux dernières petites choses, c'est vraiment 2 minutes. Je suis complètement d'accord sur gauche radicale. Le terme n'est pas bon, je ne l'emploie pas vraiment dans le bouquin. Là, c'était dans l'introduction pour toutes les raisons que tu dis. Sur mai 68, c'est absolument central. Alors, vraiment, le bouquin commence avec la chute de l'Union soviétique en 91. Bon, donc il y a forcément un point de départ, sinon après les 250 pages, la critique devient encore plus pertinente sur le caractère cinglé d'essayer de faire un truc qui embrasse plus largement. Plus profondément, moi, alors je crois que je le dis un petit peu dans le premier chapitre, je suis convaincu que 68 a été absolument clé. Wallerstein, que j'aime vraiment bien, dit que c'est la première grosse révolution mondiale après 1848, pour lui plus important qu'octobre 17. C'est discutable, mais en tout cas, pour toutes les raisons que tu as indiquées. Bon, en même temps, sur le plan politique,
c'est les schémas antérieurs qui sont vite revenus. Hein. Alors, tout le monde a dû intégrer un peu de féminisme, mais qui était quand même, jusqu'aux années 90, considéré comme secondaire face à la centralité du combat capital-travail et donc des schémas traditionnels. Hein. Bon. Et ça n'est vraiment qu'avec le mouvement Alter, donc fin 90, les apatistes mouvement Alter, hein, qu'il y a une reconnaissance qui, là, devient générale, qu'on est riche de nos diversités. Hein. Notre culture politique, c'est de se battre pour l'unité. Hein, rappelez-vous, El Pueblo Unido, Rama será vencido et tous ces slogans. Dès que vous vous battez pour l'unité, vous hiérarchisez. Vous ne pouvez pas avoir une unité qui n'est pas hiérarchique. Hein, bon, or, le mouvement Alter et déjà les apatistes, hein, bon, et puis après les Occupy, etc., vont considérer que nous sommes riches de notre diversité. Hein, diversité ne veut pas dire division, hein, c'est diversité. Et prendre des problèmes comme ça, vous inversez les choses, et là, tout devient possible. Hein. Et ça, c'est le retour vainqueur de 68 pour moi. Hein. C'est la richesse de la diversité, mais qui ne prend place dans la culture politique dominante qu'à la fin des années 90 pour moi, en tout cas dans nos pays. Hein. Première idée, qui n'est même pas une question, qui est quasiment de la psychologie, suis-je optimiste ou pessimiste? Je pense que, alors après chacun est comme il est et a sa façon de présenter, mais si vous faites le bilan des expériences de gauche de ces 15-20 dernières années, il y a de quoi pleurer toutes les larmes de son corps. Hein. Bon, donc le bouquin n'est que de ça. Hein? Donc faites attention aussi à ce que vous regardez. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un bilan qui est quand même un bilan dans lequel les problèmes sont énormes. En même temps, alors on peut appeler ça de l'optimisme, j'en suis pas sûr. On est dans une période, le terme effondrement me va bien, hein, bon, dans lequel on a une telle instabilité liée à des tas de choses hein, que je vais pas reprendre, que tout devient possible. Mais la grosse différence avec 80 ou les années 70, hein, c'est qu'à l'époque, on était encore dans les schémas de victoire, enfin bref, suivant le Chili, la Révolution d'octobre, etc. Mais surtout, ceux qui dominaient, c'était un parti socialiste, certes beaucoup plus à gauche, y compris le programme de Mélenchon, mais c'était pas, et ça répond un peu à votre question, nous, on pourrait être les gens qui décidons demain. On peut tous être à France Insoumise, on peut tous être à Podemos, on peut tous être à Syriza. D'une certaine façon, c'est notre famille. Hein, c'est ça que je voulais dire par nous. Hein, c'est nos milieux, c'est notre famille. Donc là, c'est nous qui avons la responsabilité. Un vaste nous, hein, c'est pas ceux qui sont dans cette salle. Donc c'est cette question qui est plus angoissante encore. C'est qu'on ne peut pas simplement se contenter de dire que c'est un vieux qui a eu la médaille de Vichy donnée par Pétain, etc., qui est un vieux socialo, et les socialos c'est toujours des traîtres, etc. Enfin, tu vois, ce qui quand même circulait beaucoup, on ne peut pas leur faire porter la responsabilité. On est quand même dans une situation dans laquelle nous sommes comptables de ça. Syriza, c'est nos amis, c'est pas un truc extérieur. Bon, voilà, c'est ça le point de vue. Même chose pour le PT brésilien, même chose. Evo Morales est membre de la Via Campesina, il aurait été en France, il aurait été à la Confédération paysanne. Voilà, c'est ça le point de vue. C'est de se dire que c'est notre problème. Voilà, c'est pas le problème de la social-démocratie, c'est pas le problème des autres, c'est notre problème. Voilà. Et après, essayons de trouver des réponses. Hein. Bon, alors les réponses sont pas simples. Voilà, c'est ça qui peut vous donner une impression d'optimisme, qui pour moi n'en est pas une. Hein. Et bien évidemment, je suis d'accord avec toutes les idées de mélange permanent entre le vieux et le neuf. Enfin, on est complètement d'accord. Hein. J'ai là-dessus aucune. Je suis pas du tout dans la mode postmoderne. C'est pas du tout mon truc. Deuxième idée que Philippe a abordée, c'est la difficulté de faire coalition. Bon. Et le fait que la coalition se fait sur des moments historiques imprévisibles. Entièrement d'accord. Hein, bon, et comme toi, j'espère que la loi travail sera l'occasion de, mais j'en suis pas sûr, et ce sera sur autre chose, et c'est toujours comme ça. Hein, donc aucun souci. Le problème, c'est qu'on peut quand même essayer de faire des choses avant pour faciliter les choses quand ça se passe. C'est ça, moi, mon point de vue. C'est qu'on a quand même des risques d'affrontement au sein de notre classe, je dirais deux mots sur le concept de classe après, qui ne sont pas négligeables. Alors j'ai essayé de le traiter un peu dans le bouquin en m'appuyant sur une féministe que vous connaissez tous, qui s'appelle Judith Butler, et qui était quelqu'un qui était connu pour être vraiment une féministe de la politique des identités. Hein, bon. Et Butler est invitée à parler à Occupy Wall Street aux États-Unis, et elle sait qu'elle va aller devant des gens qui ne sont pas tous évidemment des femmes et qui ne sont pas tous féministes. Et qu'en même temps, elle ne peut pas leur dire la seule solution c'est le féminisme, etc. Et donc sa question c'est comment faire coalition. Et donc elle le prend par une formule qu'on peut discuter, que j'ai repris dans le bouquin, qui est tout à fait discutable, et que je trouve pas mauvaise, qui est on ne peut faire coalition que si on accepte la vulnérabilité de l'autre.
c'est-à-dire en fait la sienne propre. Bon. Et ça pose une question que nous, en France, on n'a pas l'habitude de traiter, qui est la question des pratiques. Pas du tout du programme, hein. Moi, je suis comme toi, Philippe, je pense que le programme est assez secondaire. Mais dans les pratiques, on ne sait pas faire. Les Américains sont meilleurs que nous, hein, les Américains des mouvements sociaux. C'est-à-dire qu'on va avoir un truc dans lequel, il y a 2 hommes déjà. Bon, alors là, on n'est que 2, ça va. Bon. Mais c'est limite. C'est limite. Bon. Mais on commence à faire des efforts en essayant d'aller vers la parité. Elle n'est pas toujours top, hein, on le sait tous. Hein. Bon, mais il n'y a pas que ça. Hein, je veux dire, ça ne nous dérange pas d'avoir une réunion dans laquelle il n'y a quasi que des blancs, pas de problème. Hein, bon. Et aux États-Unis, tout de suite, ce serait la première question posée. Hein, bon. Et ça, c'est accepter la vulnérabilité de l'autre. C'est-à-dire se dire que nous-mêmes, nous ne réussirons que si nous ouvrons aux autres. Alors, c'est des toutes petites choses. Hein, ce n'est pas des vraies coalitions. Philippe a complètement raison. Mais c'est ce qui va permettre de créer les ponts. Et les points d'ancrage, les prises, si tu veux, qui, quand ça va pouvoir monter pour des raisons là qu'on ne peut même pas anticiper, on aura les liens. Et par exemple, j'ai trouvé très positif qu'à Nuit debout, Martinez soit invité à causer comme solidaire, etc. À mon avis, ça n'a rien donné sur l'immédiat, mais ça crée des petits mécanismes qui demain permettraient de... Voilà, c'est ça l'idée. Hein, ça n'est que ça. J'ai pris Judith Butler, prenez pas ça au pied de la lettre, mais c'est un peu l'idée avec l'idée de la préparation d'eux. Hein, bon. Sur la destruction, et je partage tout ce que tu as dit. En même temps, alors là c'est mon côté plus optimiste qui arrive, c'est que dans ces destructions-là, vous avez 2 choses. Vous avez des choses qui sont des destructions absolues, Alep, la Syrie, la Libye, enfin on les connaît tous, certaines des villes africaines, mais c'est aussi là où l'herbe repousse. Hein, et c'est ça qui est aussi intéressant. Hein, bon. Vous prenez les États-Unis, moi j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Détroit. La ville de Détroit, qui était la ville détruite, c'était le modèle que tout le monde, etc. Et celle qui aujourd'hui a les expériences sociales parmi les plus intéressantes. Hein, c'est pas la seule, avec des choses qui combinent écologie et questions sociales, les jardins dans les villes. Enfin, il ne s'agit pas de les mythifier, hein, ça pose des tas de problèmes que je ne vais pas reprendre ici, mais on voit que naissent dans ces espaces-là toute une série de choses. Prenez l'Espagne du McKinsey, de ce qu'on appelle les indignés, en mai-juin donc 2011, c'est ceux qui occupaient les maisons vides justement dans l'effondrement de la crise de la dette espagnole et surtout de la crise du logement. Hein. Bon, donc en Grèce, ce qu'on voit quand on voit ce que font les gens qui ont quitté Syriza, et beaucoup ont quitté Syriza, hein, bon, ils se mettent dans ces expériences d'autogestion, de gestion directe, de solidarité locale, justement de lutte contre l'effondrement et la destruction. Et ça reconstruit des tissus sociaux, y compris sur des sujets sur lesquels moi je ne m'attendais pas du tout, j'étais très très heureux. Bon, les Grecs ne sont pas moins racistes que les Français, ça je vous assure, si vous connaissez un peu la Grèce, vous conclurez la même chose que moi. Mais il y a eu un mouvement de solidarité avec les migrants impressionnant. Moi je discutais avec les gens de Syriza en leur disant, mais dites donc, vous n'allez pas vous faire avoir par une droite qui va vous attaquer un peu à la modèle Front National ou républicain. Hein, bon. Et ils m'ont dit non, parce que le soutien populaire aux réfugiés est si fort qu'y compris les gens de la nouvelle démocratie sont obligés d'accompagner leur électorat pour aller accueillir les réfugiés. Hein, bon. Donc on a des choses comme ça qui sont liées à des périodes... Là, c'est un effondrement total, hein, la frontière, enfin vous avez vu les images à la télé, je ne vous fais pas un dessin. Donc attention au fait que la destruction peut être vraiment totale, mais en même temps peut ouvrir des espaces qu'on n'avait pas forcément anticipés. Sur l'économie de gauche, oui, c'était un peu mon idée sur les communs, hein, bon, sur lesquels on peut rediscuter, mais c'est ça l'idée, en sachant que ça laisse des points aveugles. Hein. Philippe est parti, mais c'est sûr que la finance internationale ne se règle pas uniquement en créant une petite coopérative locale. Hein, et donc ça pose tout. Bon, mais ça, il y a d'autres bouquins, enfin, on ne peut pas tout traiter en une 240 pages. Je finis simplement par la question sur la poste et tout ce qui est comment vivre. Je pense que là, c'est pourtant une des entreprises où il y a encore des syndicats, hein, la poste. Donc, il faut vraiment rentrer dans le cas local. Hein. On peut, y compris, vous aider, voir si on peut filer un coup de main. Moi, je suis toujours militant de Sud PTT comme toi, donc on peut trouver les contacts pour. Hein. C'est un des rares endroits où on est à peu près sûr de trouver quand même un délégué syndical local qui peut agir. Et puis, dernière chose, et je finis là-dessus, classe. Ce qui existe, et ça c'est une évidence, et les exemples de Vincent Charlot sont très bonnes, hein, sont très bons, c'est que la classe capitaliste, on sait ce que c'est. Hein, bon, on sait où ils habitent, c'est eux qui ont les 1%, enfin ce que je disais tout à l'heure, aucun souci. Ça, je peux le reprendre autant que vous voulez, on sera entièrement d'accord. Le problème commence dès qu'on parle de l'autre classe. Hein, et là, c'est compliqué. Hein, y compris la description que tu as faite, hein, tu vois, de ta famille, je peux faire la même, on a tous ça. Hein, bon, la classe, c'est quoi? C'est le salariat dans lequel on va mettre le gars de Sanofi et ta fille intermittente? Tu vois, voilà, c'est exactement le problème. Hein, bon. Donc, il y a toujours eu des conflits au sein de la classe ouvrière. Il ne faut pas penser que c'est complètement nouveau. Mais disons que là, ça prend une ampleur telle
que je préfère qu'on essaie de réfléchir à des choses plus préhensibles, hein, mais sans penser pour autant que ce sera simple. Hein. Il y a la remarque de Philippe qui était juste, je mettrai une autre difficulté que vous connaissez tous, c'est que la classe ouvrière ou le secteur public est organisé, que ce soit les jeunes des centres-villes ou pareil, pas encore plus, au même niveau, ceux des banlieues dont je parlais tout à l'heure, ceux qui manifestent pour Adama Traoré, sont jamais organisés. Donc quelle est la médiation? Comment voilà, vous connaissez tous ces problèmes, hein, c'est ce à quoi s'affrontent les partis politiques, le mouvement syndical, le mouvement associatif. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie pour cette discussion passionnante et motivante.